Et donc on enchaîne. On enchaîne avec Irène Grenet. Salut Irène. Bonjour Stéphane. Donc j'ai appelé ça la revanche de la pub. Donc Irène, haut fonctionnaire, mais tu as été... Enfin mais, c'est bien déjà... Ça fait genre, mon Dieu. Et ça se passe bien. Non, non. Mais tu as été directrice générale adjointe, c'est ça, hein, Oui. de la régie de France Télévisions. Tout à fait. Et donc tu écris un bouquin dont j'ai oublié d'envoyer la photo à la régie, mais donc je vais la montrer comme ça, la publicité dans Le Monde Nouveau aux éditions Odile Jacob. J'ai appelé ça, Irène, la revanche de la pub. Ça te va, la revanche de la pub? Le nouveau discours des entreprises sur les valeurs, tiens, j'en parlais avec Elliot il y a quelques instants, est une occasion pour la pub de prendre sa revanche. C'est ça un petit peu ton sujet, non? C'est un peu ça mon sujet. C'est un peu ça. Mon sujet, c'est déjà une découverte personnelle de la pub. Bon, ça, c'est encore une fois personnel. Parce qu'en fait, on est très habitué à la pub, on la conteste beaucoup, on considère qu'elle nous interrompt, qu'elle interrompt la vie des gens, hein, que ce soit dans la ville, sur les murs de la ville, quand on lit un journal, quand on regarde la télévision. Oui, c'est ça, elle s'impose. Elle s'impose, et finalement, on la prend souvent... moins quand on travaille dans le métier, comme ça a été mon cas, mais on la prend souvent par des choses négatives. Et je me suis dit, c'est quand même un objet assez intéressant, la pub. C'est un objet assez... Je trouve que c'est une trouvaille assez géniale. En fait, l'idée, c'est de prendre un produit ou un service, et au lieu d'en parler de manière... directe, sur ses qualités fonctionnelles, sur ce qu'il peut faire, éventuellement sur son prix, on fait appel à ce supplément d'âme qui fait appel à l'imaginaire. Et donc, c'est en ça que je soutiens, et comme d'autres l'ont fait avant moi, que c'est un objet poétique. Oui. Et je trouve que cette subversion, finalement, de l'art, hein, que c'est un art utilitaire, le beau doit servir l'utile, je trouve que déjà ça, c'est extrêmement intéressant. Après, il y a toute la critique. Mais ce point de départ, moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai du mal avec l'histoire de l'art quand même. Alors, tu en écris de longues pages pour essayer de nous convaincre. Et alors, surtout, bon, École normale supérieure, donc tu convoques les grands auteurs. Hein, voilà, je n'affirme rien, je convoque les grands auteurs pour dire oui, c'est un art. J'ai quand même du mal. Alors, l'art, c'est... Ce que je dis d'ailleurs, plus que l'art, je parle de la poésie. La poésie, c'est, encore une fois, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de quelque chose de réel, on fait appel à l'imaginaire. Et pour ça, il y a un certain nombre de méthodes rhétoriques qu'on apprend quand on fait du français à l'école, au lycée, et puis qu'on apprend aussi quand on est un créatif en publicité. Ces méthodes, elles sont extrêmement classiques. C'est l'allitération, car glace répare, car glace remplace. C'est le décalage. Quand vous voyez, par exemple, cette pub que j'ai étudiée un peu dans mon ouvrage, sur les abribus, une femme absolument magnifique en sous-vêtements et ne ratez pas votre bus, c'est une pub Triomphe. Ça, c'est du décalage et c'est de la méthode. Quand on était jeune, il y avait Obad qui avait aussi fait très fort là-dessus. Et c'est finalement, il ne s'agit pas de dire c'est un art. C'est pas de l'art, ça, Irène. L'art, c'est la poésie. La poésie, c'est ce qui, encore une fois, fait qu'au lieu de parler d'une boîte de conserve Sheba, eh bien, il y a Eva Longoria qui danse langoureusement avec son chat. C'est ça, c'est ce décalage. Et qui peut être utilisé soit pour faire rêver, soit pour faire rire. Parce que la pub, quand elle est bien faite, elle est géniale. Oui, mais elle est connotée à son temps, absolument. C'est de ça dont on va parler. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Il reste effectivement des souvenirs marquants de certaines campagnes qui vous ont marqué, mais qui ne passent pas de génération en génération. Alors, des jeunes gens écoutent Mozart, je ne suis pas sûr qu'ils soient, par exemple, frappés par Jean-Paul Goude, tu vois, qui, en ce qui me concerne, reste le truc qui nous a assis par terre. Alors, ça, je ne me prononcerai pas, on verra. En tout cas, qu'elle reste marquée par son temps, c'est une certitude, et c'est pour ça qu'elle est très, très intéressante. Ok, je comprends, tu ne veux pas que ce soit de l'art. Non, je te challenge là-dessus, ça m'intéresse, c'est tout, on a le temps. Au moins, ce qui est très, très intéressant, c'est que la pub, donc c'est encore une fois utilitaire, c'est contrairement à l'art qui est complètement libre, enfin c'est un peu caricatural, mais elle a un jeu de contraintes qui est énorme. C'est-à-dire que non seulement il y a, quel que soit son support, il y a un budget, il y a des contraintes formelles, ce soit de l'affichage, le display, enfin absolument tous les supports ont leurs contraintes propres, donc, et puis il y a des contraintes budgétaires, mais c'est surtout qu'elle doit parler non seulement bien de la marque, mais en plus elle doit parler au consommateur. Donc elle doit être
efficace. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant, à défaut de plaire à tous, c'est qu'elle reflète nécessairement, elle doit connaître le consommateur. Et pour ça, elle fait appel à ce qu'on appelle des stéréotypes, des idéal types, alors le retraité dynamique, la femme active, tout ce qu'on veut. Et ces stéréotypes, ils évoluent dans le temps. Ouais. Donc c'est très intéressant pour, de toute façon, qu'on l'aime ou pas, pour scruter une époque. Et c'est un reflet, qu'on le veuille ou non. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces reflets, la grande question de la pub aujourd'hui aussi, enfin c'est une des questions, il y en a énormément, mais c'est de savoir si elle est progressiste ou avant-gardiste. Attends, on va y aller. On va y aller. Mais on a le temps. En tout cas, elle reflète une époque. Mais voilà. tu dis d'ailleurs très justement, donc tu fais la première partie du bouquin d'ailleurs, hein, autour de la contestation de la pub, enfin la contestation classique telle qu'on a pu la connaître très très tôt d'ailleurs. Hein, tu dis dès le début en fait, dès les premières publicités, et tu le résumes quand même d'un élément. Si la critique de la pub demeure un fil rouge qui traverse les décennies, c'est sans doute qu'on reste convaincu de son efficacité. Tout à fait. Parce qu'à la fin, dans ce que tu disais, son champ de contraintes, il faut aussi que Shiba, c'est de la nourriture pour chat, c'est ça, hein? Shiba, oui, voilà, c'est de la nourriture pour chat. Nourriture pour chat, comme quoi ça marche, hein, j'ai pas de chat. Comme quoi ça marche. Il faut qu'ils en vendent plus, quoi. Exactement. C'est ça le truc. Exactement. Mais la critique de la pub, je suis absolument d'accord. Pour moi, comme elle perdure, et d'ailleurs, je détermine, il y a plusieurs générations d'anti-pubs. Hein. Il y a des anti-pubs très critiques, traditionnels, qui sont nés en même temps que la pub. Parce que la pub, il faut voir que c'est une construction historique. C'est le début de la société industrielle. Quand la problématique économique, finalement, elle s'est déplacée de la production vers la consommation. Ouais. Les voitures sont devenues plus faciles. Tu dis c'est Balzac, César Birotteau. C'est César Birotteau. César Birotteau. Et les voitures sont devenues sans doute plus Zola faciles. Au bonheur des dames. Exactement, enfin, voilà. Exactement. Et surtout, il est devenu plus difficile de vendre que de produire, parce qu'avec, encore une fois, la révolution industrielle. Donc, le problème, il faut vraiment jamais oublier ça. La pub, elle est là, c'est un truisme, hein, mais elle est là pour faire consommer. Donc, évidemment, elle a ses détracteurs depuis le départ. Et puis, on peut en reparler après. Aujourd'hui, quand il y a une mise en doute quand même assez fondamentale de la viabilité de notre système productif, a fortiori. Mais tu dis système spoliateur. La publicité incarne, malgré elle, malgré elle, je ne suis pas sûr, mais incarne un système spoliateur. Forcément. C'est fort, spoliateur. Spoliateur, c'est-à-dire qu'on prend aux autres. Spoliateur, alors c'est un terme que je prends, hein, pour le coup, à Hannah Arendt, qui n'a pas parlé de la pub, mais qui a parlé de la société de consommation. L'idée de spoliation, c'est celle-ci, c'est-à-dire que finalement, comme on doit faire vendre, tous les moyens sont bons. Et du coup, il faut, inventer des besoins, c'est absolument toute la critique contemporaine, c'est ultra contemporain, c'est toutes les discussions qu'il y a eu sur la Convention citoyenne sur le climat, c'est quelle est aujourd'hui, a fortiori, mais c'était le cas depuis les années 60, la légitimité à faire surconsommer. Et donc, c'est quand même des sujets assez lourds. À faire consommer. Surconsommer, j'en sais rien. J'ai jamais su, moi, où ça commençait la surconsommation. Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Mais alors, des trucs. Alors, encore une fois, pardon, je le dis une deuxième fois, mais bouquin de Normalienne, c'est pas toujours. Et donc, mais là, je trouve ça très intéressant. Ce qui choque de manière diffuse dans le modèle économique de la publicité, c'est l'assujettissement par le produit du sujet de raison qu'est l'homme. C'est cette interversion ressentie entre la domination de l'homme et la domination des choses. Alors, moi, je trouve que c'est un point qui est très intéressant. Et là encore, ça, c'est toi qui l'écris, ça, hein, c'est pas Hannah Arendt. C'est moi. Oui, non, mais c'est pas une citation, ça. Donc, le sujet, c'est celui-là. Dans une transaction classique, quand on va acheter du pain à la boulangerie, on achète du pain et le sujet, c'est nous. Et le produit, c'est le pain. Et on achète du pain parce qu'on a faim. Et on achète du pain manger. parce qu'on a faim. Exactement. Dans la publicité, on est dans B2B, la transaction, c'est là que c'est une invention quand même assez géniale. Il faut quand même revenir toujours aux bases. Dans la transaction publicitaire, le produit, c'est le temps de cerveau disponible. C'est la formule de Patrick Lelay est géniale de ce point de vue-là. C'est le temps de cerveau disponible qu'on vend à l'annonceur. Et a fortiori, quand il y a de la data derrière, non seulement c'est du temps de cerveau disponible, mais c'est la donnée personnelle
du consommateur que l'on vend à l'annonceur. Parce que finalement... Attends, on va y aller sur la donnée, parce que là aussi tu dis des choses super pertinentes. Mais restons sur cette alors, réification, c'est-à-dire le sujet, c'est le produit se rend désirable. Voilà. A priori, je n'en ai pas besoin. C'est ça le truc. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est et donc on va, de la pub. on va créer le désir et donc assujettir l'homme au produit. Exactement. C'est Apple. C'est Apple, exactement. C'est le truc qui nous fait dépenser plus de 1 000 € pour un appareil mobile. C'est aussi les émeutes Nutella, juste avant les Gilets jaunes, en 2018. Il y a une... je pense qu'il y avait une baisse de prix, ou je ne sais pas exactement. Absolument, il y a eu Intermarché, c'était une promo. Des émeutes. Tout à fait. Et alors que les autres pâtes à tartiner sont moins chères et ne créent pas cette envie, ce désir, là, c'est vraiment... la caricature de l'efficacité de la pub, pour ceux qui en doutaient, en tout cas de la capacité de la marque à susciter le désir. Ouais, c'est très impressionnant. Et donc, on en vient au cœur de ton sujet, c'est tout ce qu'on vient de se décrire va être mis là, est en train d'être mis au service de ce qu'il faut bien appeler, et je ne vais pas le définir plus loin que ça, le bien. Ouais, alors... C'est des sujets qui sont très lourds, très intéressants et qui sont, comment dire, un peu traités comme la tarte à la crème du moment. La raison d'être, le bien commun, on en a quand on travaille dans la communication. Il y a des fois, on en a un petit peu marre, il faut dire les choses. Je le confirme. Mais je pense que ça doit être traité de manière à la fois très sérieuse et très profonde, parce que pour moi, c'est quelque chose de profond. Le sujet, c'est le suivant. C'est toute la place des entreprises, finalement. C'est tout le sujet des entreprises. La communication, c'est intéressant parce que, finalement, c'est le langage des entreprises. C'est rien d'autre que ça. Il y a aujourd'hui quelque chose, une transformation complètement nouvelle qui n'est pas du tout une remise en cause du fait que l'entreprise, elle a pour objet de maximiser la valeur, Milton Friedman, etc. Ça, on ne revient pas là-dessus. Et ceux qui en doutent ou qui mettent en doute cette idée... Irène, on revient là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord. Business of business is business, puisque c'est ça, Friedman. C'est le contraire de ce que tu écris. C'est le contraire, mais pour moi, le point de départ, ce n'est pas incompatible. On a cette première dimension, la finalité de l'entreprise. La finalité, c'est de produire de la richesse. Sinon, elle court à la faillite, fin de l'histoire. Donc pour moi, ça n'est pas remis en cause. Ce qui est nouveau, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, on va revenir à la communication après, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on s'interroge aujourd'hui, comme on ne s'est jamais interrogé autant, sur le rôle de l'entreprise dans la société. Donc il y en a plusieurs de rôles dans la société. Il y a un rôle qui est absolument pas trivial, qui est de créer des emplois et de verser des salaires. Quand on est dans une société qui est à la recherche du plein emploi et qui se pose des questions de pouvoir d'achat, c'est pas trivial, et accessoirement qui verse des cotisations sociales pour financer notre système de protection. Ça, c'est le premier, disons, rôle social de l'entreprise. Il y a un deuxième rôle qui est assez intéressant et qui est toute la problématique de la RSE, qui est de se dire, OK, vous produisez de la richesse, mais la fin ne justifie pas les moyens. Il faut annuler, éliminer, en tout cas limiter ce qu'on appelle les externalités négatives, le gaspillage, l'impact, le gaspillage des ressources, l'exploitation des travailleurs, la pollution. Donc ça, il faut limiter. Et puis il y a un dernier point, et là j'en viens à la raison d'être, j'en viens à ce bien commun que tu évoquais, c'est encore autre chose, ça va au-delà. On ne fait pas que limiter les externalités productives, on considère que les entreprises, elles ont un rôle dans la fabrication du bien commun. Et donc, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que le bien commun, ce n'est pas que, top-down. C'est-à-dire, ça ne vient pas du haut de l'État, des collectivités publiques vers le citoyen. C'est une construction... en droit en France, ça a été beaucoup travaillé à partir de la loi Pacte, évidemment, et du sujet de en économie. Jean Tirole etc. est aujourd'hui un des grands théoriciens du bien commun. Mais ça tire d'ailleurs, on dit que c'est nouveau, mais ça tire, ça plonge ses racines dans des pensées beaucoup plus anciennes, beaucoup plus profondes. La doctrine sociale de l'Église, on n'en est pas très loin. L'idée de subsidiarité, quoi qu'on pense, il n'y a pas de prosélytisme, mais l'idée de subsidiarité. Et ce qui est très important,
intéressant, c'est que le bien commun peut être construit par tous. Et pour une organisation, c'est totalement fondamental. C'est-à-dire que finalement, la contribution à la transition alimentaire, au progrès humain, tout ce qu'on lit dans les raisons d'être des entreprises, c'est véritablement, c'est pas le slogan qui est intéressant, c'est pas in fine ce qui va arriver, c'est l'idée que la transformation, l'organisation s'est mise en marche pour que tout ce qu'on appelle les fameuses parties prenantes, moi j'aime bien parler aussi des parties manquantes, parce que c'est pas que celles qui sont autour de la table, c'est aussi celles qui sont derrière, et eh bien elles participent à cette construction du bien commun. J'ai jamais entendu ça, les parties manquantes, Irène, c'est qui parce que dans les parties prenantes, il y a tout le monde a priori. Dans les parties manquantes, on peut imaginer, alors c'est un peu un jeu de mots, oui, mais on peut juste imaginer... rapidement. Non, mais rapidement, quand on dit les parties prenantes dans une entreprise, quand on fait un exercice de cartographie de raison d'être, en gros, on prend pas simplement ses clients, on prend ses collaborateurs, on prend ses actionnaires, ça on le prenait depuis le début, on prend ses fournisseurs, Bien sûr, l'écosystème dans lequel on est, la structure politique. Là où la raison d'être, potentiellement, elle prétend agir sur un bien commun, alors on peut donner d'autres termes, c'est que dans le bien commun, il y a aussi ceux qui sont laissés pour compte, qui n'ont pas forcément accès aux produits ou aux services de l'entreprise, et on peut considérer légitimement, et ça c'est une vraie... On peut ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que on est toujours parti de l'idée que l'idée, c'est la maximisation de la richesse. Mais oui, mais c'est pas incompatible. Bon, c'est pas, le débat est passionnant, mais c'est pas tellement notre sujet. Notre sujet, c'est la pub. C'est vrai. Mais pardon de le dire comme ça, mais on peut pas dire tout et son contraire. On peut pas dire d'un côté business of business is business et de l'autre côté je vais prendre en compte l'ensemble des parties prenantes et des parties manquantes. Parce ça que l'injonction, c'est pas de dire prenez les parties prenantes et les parties manquantes, c'est faites dans quelle mesure vous, dans le cadre de votre maximisation de la valeur, vous pouvez tenir compte de choses dont vous ne teniez pas compte auparavant. Et puis l'idée, c'est pas forcément, et là où je suis pas totalement d'accord, c'est qu'aujourd'hui, on a une injonction, toutes les entreprises, elles ont une injonction à se moderniser, que ce soit sous les problématiques de numérisation, de RSE. Aujourd'hui, on peut pas être dans la stabilité. Pour ne pas être dans la stabilité, il faut transformer. Et pour transformer, il faut embarquer. Donc de toute façon, si elle ne se transforme pas, elle meurt. Et la raison d'être, c'est ce processus de transformation. Ce que je veux dire par là, c'est que la raison d'être, c'est très concret. C'est surtout l'inverse. Et après, on revient à la communication, parce que moi, je trouve ça passionnant de voir le rôle de la com là-dedans. Mais la raison d'être, c'est tout sauf ce slogan... ou si c'est qu'un slogan, c'est une catastrophe et toutes les critiques de greenwashing sont justifiées, mais ce n'est pas que ça. Oui, mais Irène, attends, parce que ça va nous ramener sur la pub. Il se trouve... Alors, j'en ai pas parlé avec lui, je ne pense pas qu'il en ait parlé publiquement, je trouve ça très intéressant. L'entreprise Yves Rocher, Brice Rocher, exemplaire, première entreprise à mission de taille de plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, auteur d'un rapport pour Olivia Grégoire autour de la loi PAC des entreprises à mission, de l'évolution de tout ça. Il est venu ici discuter avec nous très très largement. Arrive la guerre ukrainienne, Brice Rocher dit « je reste en Russie ». Oui, tout à fait. Voilà. Et j'ai lu, moi, je peux le dire d'ailleurs, dans le journal Le Monde, mais un papier hallucinant. C'est-à-dire, le journaliste décide que c'est un crime contre l'humanité aujourd'hui de rester en Russie et de vendre des produits. Attends, je finis. Et je vois bien que sans doute l'ex-com chez Yves Rocher ont dû se dire... On les emmerde. Nous, on le sent comme ça. On sent qu'on doit rester pour tout un tas de bonnes raisons. Le sujet, c'est qui définit le bien. Tu vois, c'est ça, Irène, qui me perturbe profondément dans cette logique-là. Et c'est là que ça nous ramène à la pub. C'est là où on est totalement d'accord et je voudrais te le faire comprendre. C'est que le journaliste, il n'a rien compris. Mais oui, mais c'est lui peut-être qui va définir le bien à un moment. Mais non, parce que le bien, peut-être qu'Yves Rocher va devoir se retirer. Le bien, il ne tombe pas du haut, il ne tombe pas non plus de la part du journaliste. Le bien, c'est ce que l'organisation a décidé et a construit ensemble, c'est de la stratégie d'entreprise. La stratégie d'entreprise, c'est Yves Rocher qui l'a fait, point. Et c'est pas le journaliste. C'est pour ça que je dis, le bien commun ne se construit pas uniquement par heureusement, la puissance étatique, etc., encore pas complètement, mais le sujet ici, c'est très clairement que l'entreprise Yves Rocher, avec toutes les valeurs que tu rappelais et que je connais très bien, qui sont extrêmement puissantes, a considéré que ce n'était pas contraire au fait de rester en Russie. Donc je pense qu'on dit fondamentalement la même chose. C'est tout sauf le politiquement correct. Mais revenons à la pub. Oui. Là où c'est la revanche, c'est que tu dis tout ce que tu as décrit sur la puissance de la pub, elle va le mettre donc... En fait, tu décris deux mouvements contradictoires qui sont très intéressants.
Tu décris d'abord un consommateur, en fait. Alors, je ne sais plus il faut que je retrouve un consommateur sérieux. Un consommateur qui veut plus rêver. C'est ça, oui, hein, Irène? Tout à fait. Il veut de l'info brute. S'il ne l'a pas, il va la chercher, etc. Exactement. Voilà. Il parle tout seul de la marque, puisque maintenant, aujourd'hui, ce qui est aussi important, c'est les avis des consommateurs, c'est les influenceurs, qui sont ces espèces de super consommateurs, monsieur et madame tout le monde, qui apportent un gage de crédibilité. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est l'engagement, la crédibilité, c'est plus le rêve. Voilà. Voilà. Mais néanmoins, il va falloir que la pub, donc face à ce consommateur sérieux qui ne veut plus entendre parler, qui veut justement... alors, tu as cité, c'est l'agence Business, dont j'adore d'ailleurs, père et fils, qui fait ses slogans. Oui. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamite, Carglass remplace, comptez. C'est eux, tout ça, c'est eux. C'est la poésie, ça, Stéphane. Ça, peut-être c'est de la poésie, c'est extra. Tout ça, c'est eux. Donc, qui veut plus de ces trucs-là, qui veut de l'info, et en même temps, la pub va devoir retrouver toute la poésie qu'elle est capable d'exprimer pour raconter cette raison d'être des entreprises et ce récit des entreprises. C'est ça le truc, Irène, c'est ça le challenge. Tout à fait, c'est ça le challenge. Moi, j'ai tendance à croire que, là encore, les débats de la Convention citoyenne sur le climat que j'ai suivis de très près étaient très intéressants. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les citoyens? Qu'est-ce qu'ils voulaient? 150 citoyens. 150 citoyens, mais qu'est-ce qu'ils voulaient et qui est quand même assez représentatif de ce que beaucoup de Français et beaucoup de citoyens pensent de la publicité. Ils voulaient, par exemple, c'est un exemple, une mention légale qui dise à chaque publicité, avez-vous vraiment besoin de ce produit? Donc ça, c'est une façon de voir les choses. J'avais pas vu ça. C'est une façon de voir les choses. Voilà. Il y en a une autre qui est de se dire, OK, il n'y a pas 30 000 façons d'arriver, je dis à des grands mots, mais on parle de ça, la neutralité carbone en 2050, il n'y a pas 50 000 paramètres. On ne va pas baisser la population mondiale. En gros, il y a 2 paramètres. Il y a la production, produire plus durable, moins d'énergie fossile, et puis pour le consommateur, accompagner ce mouvement de transformation de la production. Eh bien, pour ça, moi, je pense profondément qu'il est beaucoup plus efficace de faire rire, et là, j'ai plein d'exemples de pubs absolument géniales qui se saisissent de ces sujets quand même assez lourds. C'est beaucoup plus efficace qu'une mention légale comme celle qui est demandée par les citoyens. C'est ça que je veux dire dans la publicité. C'est ça que je veux dire. Évidemment, c'est pas elle qui va le faire, le discours. On ne demande pas à la publicité d'être politique. On lui demande de faire rêver comme elle l'a fait pendant des décennies sur le rêve matérialiste, de manière extrêmement critiquable pour certains, d'où toutes ces critiques de l'anti-pub. Mais de la même manière qu'elle a fait rêver, qu'elle fasse envie, qu'elle donne envie de cette nouvelle modalité de production, des nouvelles modalités de consommation. C'est ça. Et en tout cas, elle le fera de manière beaucoup plus efficace qu'en étant informative. Et si elle le fait, c'est le signe aussi que les entreprises auront pris ce sujet au sérieux et vraiment au sérieux parce qu'elles auront donné comme... je crois que ça s'appelle un brief, hein, c'est ça. Hein, voilà. Le brief donné à l'agence de pub, ce sera... On veut que ce soit quelque chose de concret sur la décarbonation ou notre apport à la lutte contre le réchauffement climatique. Le sous-titre de mon livre, c'est « Vendre du rêve à l'ère du sérieux ». La pub, elle parle de choses sérieuses. Tu dis un truc, alors, c'est un peu en marge, mais j'ai trouvé ça super intéressant, autour de la data. Mmh. Et tu dis, en fait, la data amène à créer un double statistique. Mmh. Mais c'est pas nous, en fait. Ouais, c'est ça, Irène. Est-ce que tu peux raconter? C'est très intéressant. Ouais. En fait, il y a des études qualitatives qui nous montrent que finalement, le deal de la data, quand on est dans la publicité, c'est de dire, en gros, tu me donnes ta data et moi, je te donne des publicités pertinentes, moins intrusives, qui vont te correspondre. Exactement. Okay. Qu'est-ce que nous disent les études qualitatives? C'est que les consommateurs, ils ne sont pas convaincus. Non pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on utilise leur data, c'est même pas le sujet, bien sûr, il y a aussi ce sujet-là, mais simplement parce qu'ils trouvent que ce n'est pas forcément pertinent. Qu'est-ce que ça dit, ça, sur la data? Ça dit que la data, les algorithmes sont simplistes. Les algorithmes, c'est encore une corrélation radicale, c'est du comportementalisme. On dit visite d'un site internet égale achat. Heureusement, l'être humain, c'est plus compliqué que ça. Il y a des bruits, il y a des désirs, on revient toujours au désir, c'est plus compliqué que ça. Et donc, le double statistique, ça minimise d'ailleurs le sujet de la privacy. Parce que le double statistique, c'est ce que j'ai bien voulu montrer moi en allant cliquer sur le site Intermarché, machin, etc. Mais c'est pas moi.
C'est pas moi fondamentalement. Non. Donc je pense que ça remet aussi en perspective tous ces débats qui sont très très profonds et qui pour le coup, la data c'est le sujet de la pub aujourd'hui. Hein. Ouais. La créa, moi ça m'a passionné complètement, mais c'est pas le sujet, bien sûr que non. Je viens de dire que c'était au contraire le sujet. Mais disons qu'aujourd'hui, l'industrie publicitaire, elle se réinterroge à travers la data. Eh bien, je pense qu'il faut remettre là encore l'église au milieu du village. Ben oui. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que si effectivement elle se focalise sur ces doubles statistiques, mais elle va nous pourrir la vie de la même façon qu'elle a pu nous pourrir la vie Absolument. à la radio le matin quand on se réveillait. Les algorithmes sont idiots. Les algorithmes sont idiots. Alors pour l'instant... Dominique Cardon, le sociologue qui dit ce nom, et j'aime beaucoup ce... Alors, ils sont idiots pour l'instant ou... Non, pour moi, profondément. Profondément, Ils sont idiots. Je critique pas. C'est pas du tout un discours passif. Moi, je crois profondément à la data parce que c'est par ailleurs. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que il faut pas avoir trop peur, puisque l'être humain restera avec sa folie, les bruits du monde resteront ce qu'ils sont, ses désirs seront... C'est pas parce qu'on a voulu cliquer et acheter une paire de chaussures hier parce qu'on était de très bonne humeur qu'on voudra l'acheter aujourd'hui, même si on a l'argent pour le faire. Ou surtout parce qu'on voulait l'offrir à quelqu'un qu'en fait on déteste. Voilà. Mais on est obligé de lui faire un cadeau. Et ce truc qui va revenir sans arrêt et nous rappeler cette personne qu'on déteste. Voilà, oui, ça. Juste un tout dernier mot. Tu donnes évidemment les chiffres là, qui sont aujourd'hui la prise de contrôle totale de la publicité par Google et Facebook. Oui, tout à fait. Et Google plus que Facebook, d'ailleurs. Tout à fait. Quelles conséquences ça a, enfin, en une minute En une minute, c'est pas possible. Parce non, que en une minute, c'est pas possible. Ça porte tout. Hein. Ça porte... Juste, moi, je vais le faire parce que c'est intéressant. Ouais. Tu rappelles à un moment... La pub fait quand même vivre le débat d'idées. Si Bismart existe, c'est parce qu'il y a de la pub. Si les journaux existent, parce qu'il y a de la pub, etc. Et tout. Et là, tout ça concentré entre les mains d'un seul acteur, en l'occurrence Google, il y a une inquiétude majeure. Je dirais qu'il y a deux sujets. Un, ça rappelle que la pub dans l'économie mondiale, parce que Google et Facebook, c'est deux immenses régies publicitaires. Donc déjà, la place de la pub dans l'économie mondiale, juste un chiffre sur lequel je suis tombée l'autre jour, la capitalisation boursière de Google, des GAFAM, c'est le 3e PIB, la somme de leur capitalisation, c'est le 3e PIB derrière les États-Unis et la Chine. Google et Facebook étant des revenus prospérant à partir de revenus publicitaires, ça donne une idée de ce que représente la pub dans l'économie mondiale. Ça, c'est un premier élément. Non, mais très intéressant. Deuxième élément extrêmement important, ça pose, c'est pas le sujet ici, mais j'en parle quand même un petit peu, ça pose des questions lourdes en matière de financement des médias. C'est un autre sujet, mais qui est là encore qui fait que la pub est devenue quelque chose de très sérieux. Et puis il y a un troisième élément, c'est que pour moi, ça participe de cette déconstruction du rêve que j'explique. C'est-à-dire que quand on fait de la pub sur du search, qui est de la publicité réduite au maximum, hein, c'est de l'achat de mots-clés, il n'y a plus de pub, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus rien. Donc il y a beaucoup de conséquences, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est très lourd. Irène Grenet, donc la publicité dans le monde nouveau. On termine avec les matières premières.